Bonjour à toutes et à tous. Donc, la table ronde reprend, cette fois-ci sur une thématique qu'on a commencé à aborder ce matin, sur l'évolution des formations, avec un historique qui avait été fait par Michel Collardel. Et donc là, il s'agit d'aborder justement les enjeux futurs, à la fois les spécificités de cette formation de conservateur du patrimoine, qui s'adresse à la fois à des conservateurs du patrimoine territoriaux et de la fonction publique d'État. Donc cet aspect qui est vraiment important. Une spécificité, on peut dire, à la française, d'une formation de 18 mois en alternance. Et donc ça, c'est vraiment aussi l'intérêt d'avoir ces stages et une formation plus théorique. Et également une formation qui répond à un objectif de donner une expertise aux futurs conservateurs, une expertise dans des domaines de spécialité liés aux collections, liés au métier, mais aussi plus généralement des capacités à gérer des établissements, à encadrer des équipes, et donc une formation qui donne aussi des éléments importants concernant l'administration, l'environnement juridique et financier. Et aussi, et c'est donc là l'intérêt d'avoir ces interventions qui vont donc donner la parole à la fois à Charles Personnaz, qui est directeur de l'INP, pour qui le patrimoine doit être vraiment au cœur de la société de demain, et qui a déjà une très très bonne expertise, une connaissance du patrimoine par les missions qu'il a exercées auparavant, notamment au ministère de la Défense, mais également en tant que spécialiste de l'histoire byzantine, et donc sur cet aspect justement de formation liée au métier, mais pas que, et aussi aux enjeux de la formation et de son évolution. Également, justement, cette formation qui s'adresse aussi aux conservateurs territoriaux du patrimoine, qui sera abordée par Christian Schwartz, qui est directeur adjoint de l'INET, et qui a aussi auparavant exercé des fonctions comme DGA donc en collectivité, donc avec cette très bonne connaissance justement du milieu territorial. Et quand j'abordais la question des enjeux aussi, de l'évolution des formations, il y a aussi la mobilité aussi qui est effective entre les différents corps territorial et conservateurs d'État. Donc, quid de cette mobilité? C'est aussi peut-être un aspect intéressant. Et l'intervention également de Marie-Laure Poulot, maître de conférence à l'université Paul Valéry Montpellier 3, qui va, elle, qui enseigne dans le cadre d'un master tourisme, parcours tourisme et développement durable des territoires. Donc là, c'est aussi peut-être une ouverture du métier qui sensibilise aussi les conservateurs ou les personnels qui seront en charge de musées, de sites notamment, justement le tourisme comme facteur important dans le développement des musées, et pour certains élus aussi une porte d'entrée pour la connaissance des musées et une justification parfois du rôle des musées. Donc je vous laisse la parole, Monsieur Personnaz. Merci beaucoup, merci de cette introduction. Je remercie les organisateurs, évidemment. Je souhaite un très bon anniversaire à la GCCPF, pardon, avec laquelle l'INP entretient des liens étroits, marqués par une convention et qui nous permet de travailler ensemble régulièrement. Je reviendrai donc sur les évolutions de la formation des conservateurs. L'Institut national du patrimoine, vous le savez, a été créé il y a un peu plus de 30 ans maintenant.
il n'est plus le même qu'il y a 30 ans. Et la formation que certains d'entre vous y ont reçue il y a quelques années est sans doute assez différente de celle d'aujourd'hui, et celle d'aujourd'hui étant différente de celle qui sera celle de l'année prochaine, de l'année d'après, puisque nous travaillons vraiment dans une évolution constante. Vous l'avez rappelé, nous formons conservateurs de l'État et conservateurs territoriaux côte à côte. C'est une spécificité. En fait, nous sommes un cas unique dans les écoles de service public de formation conjointe des cadres territoriaux et des cadres de l'État. Et je crois que c'est quelque chose qui fait réfléchir un certain nombre d'autres écoles du service public, tant est important ce partage d'un même métier, et tant cela permet aussi d'abord l'existence d'un véritable réseau professionnel, et puis des passerelles que l'on espère voir se développer encore davantage qu'elles ne le sont aujourd'hui, même si elles sont très, très abondantes déjà. La méthode pour faire évoluer nos formations, elle est assez simple. On entend d'abord ce qui se dit dans le milieu professionnel des conservateurs, toutes spécialités confondues. On essaye d'en faire le tri, mais d'en retenir les points marquants. On entend ce que disent les élèves de la formation qu'ils retiennent, que ce soit durant leur formation ou après leur prise de poste, puisqu'ils ont aussi un peu plus de recul pour dire ce qui selon eux fonctionne et ne fonctionne pas. Et on tient compte aussi des sujets qui apparaissent petit à petit. Donc on essaye chaque année, et c'est vraiment la période, qui est en cours en ce moment, c'est-à-dire entre septembre et janvier, d'adapter cette formation année après année, de faire évoluer les différents modules, de renouveler également les intervenants, soit que ces intervenants ne souhaitent plus intervenir, soit que sur tel ou tel sujet il faille faire appel à telle ou telle personne plus spécialisée. Et on essaye également de tenir compte de tout cela dans le cadre d'une grille qui reste vivable pour les élèves, même si les 18 mois de formation sont très lourds, et en essayant de ne pas penser qu'ils vont tout apprendre et tout savoir à la sortie de l'INP. C'est évidemment pas le cas, et c'est avec l'expérience acquise que les choses se consolideront. Mais ce qui est important, c'est qu'ils aient vu les différentes facettes de leur métier et travailler avec les autres professionnels avec lesquels ils auront à travailler. On en parlait tout à l'heure dans les échanges, mais je me souviens d'un élève conservateur à la sortie de l'INP me disant « mais je me sens tout à fait démuni, les enseignements de comptabilité n'ont pas été à la hauteur, je ne sais pas tenir les comptes de mon institution. » Je dis « mais c'est pas votre travail. Votre travail, c'est d'avoir une expertise scientifique, c'est de tenir votre institution ou le département dans lequel vous allez être, et de savoir dialoguer avec celui qui sait tenir les comptes. » Et ça, c'est important. Et donc, on essaye de tenir ce cap-là pour ne pas verser dans une école qui serait celle d'administrateurs civils d'un autre genre. Enfin, voilà, d'essayer que ça soit vraiment une école de conservateurs du patrimoine. Et ça reste notre leitmotiv. Alors, comment est-ce qu'on travaille ? On travaille également dans le cadre d'une nouvelle approche qui est partagée par beaucoup d'écoles, et notamment l'INET, qui est l'approche par compétences. Donc, on a essayé d'imaginer les compétences que devait avoir un conservateur du patrimoine à la sortie de l'INP. Qu'il s'agisse des questions managériales, qu'il s'agisse des compétences spécifiques à sa spécialité, qu'il s'agisse d'un certain nombre de compétences générales propres à tous les fonctionnaires, et en partant du principe qu'il doit préserver son expertise scientifique tout au long de la période qu'il va passer à l'INP. Il a passé un concours qui a vérifié son niveau et son expertise scientifique. On doit sentir lors de ce concours des capacités à endosser les autres aspects du métier, sans pour autant que la personne doive, là aussi, au moment du concours, les posséder toutes. Et donc c'est sur ce modèle-là que nous travaillons.
Nous avons également réformé petit à petit l'évaluation pour que les élèves aient tout au long de leur scolarité des appréciations portées sur leur manière de servir, comme on dit dans la fonction publique, et sur la manière dont ils se comportent face aux différents exercices qui sont les leurs. Ça, c'est le premier point. Et ça nous permet de passer au tamis très régulièrement l'ensemble de nos modules de formation, de voir aussi ce qui ne marche plus. Par exemple, économie du patrimoine était devenu quelque chose de trop théorique à notre sens, pas assez professionnel, et on n'avait pas, il nous semblait, besoin d'un enseignement proprement académique sur ces questions-là. Donc on l'a fondu avec la gestion publique et on a gardé ce qui nous semblait opérant. Voilà. Mais on essaye de faire évoluer les choses de cette manière. On essaye aussi d'intégrer de nouveaux thèmes et de voir aussi où nous en sommes de l'état des candidats ou plutôt des nouveaux élèves que nous recevons. On ne travaille pas avec la génération d'aujourd'hui comme on travaillait sans doute avec la génération d'il y a 20 ans. Il y a un certain nombre de points qui doivent être peut-être renforcés. On a le sentiment que beaucoup d'élèves se présentent avec une vision assez individualisée du parcours qui doit être le leur, et on tient à rappeler qu'ils sont dans une école du service public, au service du public, mais au service de leur pays, qu'ils vont être porteurs de responsabilités juridiques nationales et internationales, et donc ils agissent dans ce cadre-là. Et c'est pour cela que les enseignements relatifs à la déontologie, les enseignements relatifs à la question quasi philosophique, mais ça ouvre d'ailleurs la formation de qu'est-ce que le bien commun, qu'est-ce que l'intérêt général, qu'est-ce que le service public, ont été accentués, sans pour autant en faire des tonnes, mais pour que ça soit au frontispice un peu de cette formation. Nous tenons compte évidemment de grandes problématiques d'aujourd'hui, comme la question du développement durable, en essayant de montrer comment le patrimoine se situe au cœur de cette problématique et de ces politiques publiques, et comment il doit s'y trouver s'il ne s'y trouve pas. Mais nous essayons aussi de réagir à certaines lacunes qui peuvent nous être signalées. Par exemple, il apparaissait que la connaissance d'un certain nombre d'élèves conservateurs du marché de l'art était insuffisante et entraînait d'une part une méconnaissance et d'autre part une certaine tétanie renforcée par toutes les affaires que nous pouvons connaître ici ou là et les questions des provenances. Et il nous a semblé qu'il était important que les élèves découvrent ce qu'était, pour ceux qui ne le connaissaient pas, mais beaucoup ne le connaissent pas, ce qu'était une salle des ventes, qu'ils aient des rencontres avec les commissaires-priseurs, avec les experts, avec les marchands, pour que, non pas qu'il y ait une trop forte porosité entre tous ces métiers, mais bien au contraire que chacun sache trouver sa place, sache comment dialoguer avec les autres, n'ait pas peur de rentrer dans une galerie ou dans une salle des ventes, et sache éviter un certain nombre de déboires qui doivent être évités, tout en sachant profiter au profit des collections publiques, des opportunités qui peuvent se trouver. Et cela concerne évidemment l'ensemble des spécialités couvertes par l'Institut national du patrimoine. La question évidemment des provenances qui est liée est une question qui nous intéresse au plus haut point. Elle a d'abord été portée par la problématique des biens spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale. On voit bien comment aujourd'hui elle se développe. On essaye de donner des clés aux élèves sur la méthodologie de la recherche de provenance et en indiquant aussi l'aspect positif de cela, parce qu'on voit toujours cela d'un aspect négatif, mais c'est qu'on aura, grâce à cet intérêt, une meilleure connaissance de l'histoire des collections, de l'histoire des collectionneurs dans les années qui viennent, grâce à ce travail qui nécessite effectivement une méthodologie particulière. Je cite ces exemples, mais ils sont nombreux voilà, ces sujets pour lesquels on essaye de renforcer l'accent qui est mis pendant la formation, en essayant d'alléger par ailleurs ce qui nous semble plus anecdotique ou davantage acquis par les uns et les autres. On essaye aussi,
c'est la grande chance de l'INP de former côte à côte conservateurs et restaurateurs et de renforcer les exercices communs. Les élèves conservateurs sont friands de ces exercices communs, sont des moments importants de découverte de la matérialité des œuvres, des objets. Et nous essayons aussi d'aller au-delà des frontières de l'INP et de renforcer les liens avec l'école de Chaillot pour que conservateurs et architectes et restaurateurs se connaissent mieux les uns les autres. Et c'est un travail de longue haleine, mais sur lequel nous sommes très, très attentifs et très engagés. Ce qui fait que, par exemple, les conservateurs de monuments historiques, cette année, ont pu participer aux ateliers de l'école de Chaillot. Alors, pas tous, évidemment, mais certains, ce qui leur permet de prendre conscience de ce qu'est le métier d'un architecte du patrimoine et de mieux le connaître. Nous avons également renforcé l'aspect collectif du travail avec de nouveaux exercices collectifs. Vous connaissiez ceux qui ont trait à l'éducation artistique et culturelle, mais on a également développé des exercices collectifs à l'étranger depuis l'année dernière avec des chantiers de collection qui se sont déroulés dans différents musées étrangers où conservateurs et restaurateurs partent ensemble pour travailler dans les réserves du musée de Libreville, du musée de Dakar, d'un musée de Beyrouth, etc., etc. Ce qui là aussi est une nouveauté et fonctionne bien. Cela nous permet également de garder quelque chose qui est tout à fait cardinal pour nous, c'est la dimension internationale du métier. Vous savez que l'INP est un opérateur également de coopération internationale. Nous intervenons dans une vingtaine de pays avec 70 programmes de coopération, alors de taille très variée, mais nous souhaitons que les élèves conservateurs et restaurateurs soient pleinement intégrés à ces actions de coopération parce qu'il nous semble que c'est un enrichissement tout à fait important. Ça, c'est les tâches de la formation initiale. Et puis, évidemment, il y a la question de la formation continue tout au long de la vie des conservateurs. Et de ce point de vue-là, l'Institut national du patrimoine a considérablement renforcé son offre, puisqu'il y a 6 ou 7 ans, nous offrions environ 25 sessions pour les conservateurs et les restaurateurs par an. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 100. Avec 1400 personnes formées chaque année, tout professionnels du patrimoine. Et ce que l'on constate, c'est que les conservateurs ne se forment sans doute pas suffisamment au regard des autres professions du patrimoine, et donc on les encourage très vivement à profiter de ces offres de formation. Nous essayons de partager nos programmes avec le CNFPT dans sa partie, non pas la vôtre, mais dans sa partie formation continue, pour essayer, autant que faire se peut, que l'offre que nous proposons soit la plus étendue territorialement possible et qu'il n'y ait pas de trou dans l'offre proposée. Alors, évidemment, ça se constate sur plusieurs années parce que c'est pas chaque année le programme change, à la fois les lieux mais aussi les propositions. On essaye de faire tourner à peu près 30 à 40% notre programme de formation continue chaque année, ce qui est un gros effort de renouvellement des thèmes, de renouvellement des approches, mais qui nous semble très important pour que tout le monde puisse trouver un intérêt à ces formations qui sont évidemment des lieux de formation, mais d'abord, je dirais, des lieux de rencontre entre professionnels et comme notre rencontre d'aujourd'hui, des occasions d'échange sur des thèmes précis entre des professionnels qui sont parfois pris, comme nous tous, par leur quotidien et leurs institutions très, très prenantes. Voilà. Donc, voilà un peu comment évolue cette offre de formation. Voilà comment évolue la formation des conservateurs, en essayant d'être attentif à garder ce qui fait la spécificité de ce métier très particulier,
mais dont je constate, en ayant fait une série de rencontres en Europe à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, que beaucoup de pays déplorent de ne pas avoir en Europe des professionnels formés de cette manière. On a été frappé d'entendre Grecs, Allemands, les Italiens dire en fait, c'est un modèle qui nous intéresse, ce modèle qui n'est pas celui des curateurs ou celui simplement d'universitaires devenus patrons d'institutions, qui peut parfois donner de bons résultats, mais parfois de moins bons. Eh bien, ce modèle nous intéresse, et donc on réfléchit à cela, on réfléchit à la possibilité d'avoir des sessions de formation de directeurs de musées qui soient des sessions européennes, parce qu'on sent qu'il y a un vrai besoin, et que ce modèle français qui nous paraît parfois à nous-mêmes parfois un peu étrange, parfois un peu isolé par rapport à la vie des institutions patrimoniales, est en fait regardé avec un grand intérêt, il me semble, par nos partenaires et en Europe et au-delà. Voilà, je m'arrête là, mais je serai évidemment tout à fait intéressé de répondre à vos questions. Merci pour cette présentation, justement, des évolutions de la formation. Par rapport aux versions territoriales, cette fois, et donc Christian Schwartz, y a-t-il des évolutions aussi de la formation, de nouvelles perspectives? Des évolutions. Alors, ça marche, oui, ça marche. Et donc, a priori, j'ai une télécommande pour passer, parce que j'ai un diaporama simplement pour appuyer rapidement mon propos, pour évoquer donc une autre dimension spécifique à la France et le lien avec la fonction publique territoriale. L'INET, peut-être aussi juste un clin d'œil en préalable pour évoquer aussi le contexte de ce colloque s'inscrit dans un centenaire, il y a plein d'anniversaires, mais il y a aussi les 25 ans de l'INET cette année, l'INET qui a été créé à proprement parler en 97. Donc c'est les 25 ans de l'INET qui seront célébrés en fin d'année, à la veille des entretiens territoriaux de Strasbourg, le 14 décembre. Je voulais juste l'évoquer en préalable. Et dans ce cadre-là, c'est comme ça que ça marche. Donc oui, alors là, le bâtiment de l'INET. Alors c'est à peu près lisible. Alors, quelques éléments, mais je vais aller relativement vite. C'était juste pour rappeler cette articulation INET, école du CNFPT, puisque l'INET n'est pas, contrairement à l'INP, n'est pas une entité propre. C'est un outil du Centre national de la fonction publique territoriale. Et dans ce cadre-là, l'INET est particulièrement en charge de la formation initiale, mais et aussi continue, de ce qu'on appelle, nous, dans la sémantique globale de la fonction publique territoriale, les cadres dirigeants territoriaux. Et dans ce cadre-là, donc l'INET, donc depuis près de 25 ans, assure la scolarité des élèves de l'INET, avec des évolutions majeures, puisque initialement, tout au début, c'était des administrateurs territoriaux, et progressivement, l'INET a élargi son spectre, et désormais assure la formation des administrateurs territoriaux, plus récemment des ingénieurs en chef territoriaux, et puis évidemment des conservateurs territoriaux du patrimoine et des conservateurs territoriaux des bibliothèques. Et c'est un des enjeux forts depuis désormais quelques années aussi dans les évolutions au sein de l'INET, de favoriser lors des sessions de formation à l'INET le plus possible des rapprochements, des séances de partage, d'expériences et de regard sur les enjeux de la fonction publique territoriale et des enjeux dans les politiques publiques territoriales entre tous les élèves de l'INET. Donc ça, c'est ce que je viens de dire rapidement, donc je ne vais pas m'appesantir dans ce cadre-là. Peut-être, l'équipe pédagogique, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt non plus. Le texte et le cadre réglementaire, vous le connaissez évidemment. Et dans ce cadre-là, pour le dire peut-être de manière plus concrète, il y a une convention entre le CNFPT et l'INP pour organiser alors à la fois les concours territoriaux, et donc la scolarité des promotions d'élèves conservateurs territoriaux du patrimoine. Et dans ce cadre-là, une grande partie de la scolarité est évidemment donc confiée à l'INP, et c'est ce qui vient d'être présenté par le directeur de l'INP. Et pour ce qui concerne l'INET, la logique, c'est d'organiser des séminaires spécifiques sur les enjeux, la connaissance de la fonction publique territoriale,
les regroupements que j'évoquais avec les autres élèves de l'INET, et puis les dimensions managériales. C'est beaucoup là-dessus aussi qu'on axe les différentes sessions de formation qui se tiennent à l'INET. Donc, ça n'avance plus, parce que je suis allé trop vite peut-être, ou pas. Ah, ça vient. Ouais, je suis allé trop vite. Donc, dans le cadre de la convention, alors je le mettais simplement pour... ça permet aussi de remettre un peu le cadre tel qu'il avait été fixé dans une convention pluriannuelle qui, d'ailleurs... dont il faudra d'ailleurs discuter de la reconduction l'année prochaine, sont prévus donc des objectifs, c'est ce que j'évoquais. Alors, c'est les compétences sous l'angle bloc de compétences, l'expertise scientifique et technique, comme cela a déjà été dit. Et puis, plus spécifiquement sur le volet territorial, le positionnement dans l'environnement territorial, les enjeux de gestion et de direction de services et établissements de collectivités territoriales et l'animation des politiques publiques locales. Et alors, Charles Personnel évoquait d'une certaine manière, c'est aussi les enjeux effectivement de mobilité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État, ce qui est aussi un des enjeux qui ressort beaucoup du contexte actuel de réformes en cours, des formations de la haute fonction publique globalement. Et puis, effectivement, un certain nombre d'enjeux qui relèvent aussi évidemment au niveau territorial en termes de déontologie et de sens des actions de service public local. Donc, j'attends la suite de la diapo. Donc, alors les grands traits ont été évoqués de la scolarité pour ce qui concerne les conservateurs territoriaux, mais comme pour l'ensemble des conservateurs, on est bien sur cette alternance entre stage et formation, avec la dimension INET en plus, une scolarité professionnalisante, la logique de compétences et de blocs de compétences, et puis l'interaction entre élèves, donc là, pour ce qui concerne l'INET, aussi avec donc les autres élèves de l'INET. Et il y a une dimension qui fait également, qui est un des grands enjeux, une des grandes dimensions aussi qui est mise en place au niveau de l'INET pour l'ensemble des élèves, c'est un suivi individualisé et l'accompagnement des élèves. Donc j'évoquais des modules, alors peut-être quand même pour aller au bout de mon diapo, parce que ça permet de visualiser un peu les choses entre la partie... les périodes de formation à l'INP, les parties à l'INET, où on évoque effectivement parcours management, organisation des collectivités territoriales, et puis le conseil de professionnalisation, qui est donc une instance qui existe à l'INET pour l'ensemble des élèves, et qui est donc une instance, un conseil de pairs qui accompagne les élèves individuellement et à plusieurs étapes de leur scolarité pour leur donner des conseils et discuter envisager avec eux leurs perspectives de débouchés professionnels et de formation en conséquence. Et donc vous voyez, là on est sur le premier semestre, il y a une diapo plus loin sur le deuxième semestre, on voit donc là, alors c'est les périodes notamment du stage de spécialité, qui est un moment très fort et très important de la scolarité, piloté par l'INP. Et puis pour ce qui concerne l'INET, donc parcours management, un séminaire de politique culturelle qui permet de mettre en lien les élèves conservateurs des bibliothèques, du patrimoine et les élèves administrateurs. Pas encore les élèves ingénieurs en chef, mais on va essayer peut-être aussi d'y arriver à terme. Et puis, à la fin de cette première année, donc encore des séances d'accompagnement avec des dispositifs, conseils de professionnalisation, et puis toute une série aussi de dispositifs d'accompagnement pour préparer la prise de fonction, la recherche d'emploi, puisque dans la fonction publique territoriale, il s'agit de candidater, de trouver des postes, de passer des entretiens, et pour être recruté par une collectivité territoriale à la fin de la scolarité. Et puis, donc, vous avez la dernière partie de la scolarité, avec justement donc, un axe, pour ce qui concerne l'INET, beaucoup sur la recherche d'emploi, l'accompagnement à la prise de poste, et donc une dernière séance de conseil de professionnalisation, et puis les bilans que l'on fait respectivement à l'INP, puis aussi à l'INET, de la scolarité pour les élèves territoriaux, pour les conservateurs territoriaux. Et puis j'évoquais, alors c'est présenté de manière un peu générique, on va dire, des enjeux globaux qui s'inscrivent à la fois sur l'enjeu pour le CNFPT, l'INET, en termes
d'analyse, enfin d'échange d'expériences, d'observation, d'analyse des métiers des conservateurs territoriaux. Là, on a certainement, et ça c'est un enjeu dans lequel l'INED s'inscrit au sein du CNFPT, qui a, hormis sa mission principale de formation, aussi une mission d'observation, d'observatoire des métiers territoriaux. Donc là, c'est un enjeu important. Et j'entendais en fin de matinée des échanges sur les évolutions des métiers et les enjeux dont vous discutiez par rapport aux postes dans les collectivités territoriales. Je pense que c'est un des sujets aussi sur lequel il y a matière à avoir des analyses et des besoins aussi, nous, d'objectiver un certain nombre de choses au niveau du CNFPT. Et puis, pour ce qui concerne donc, le partenariat qui fonctionne très bien avec l'INP, l'enjeu, évidemment, de continuer dans la cohérence de ce qu'évoquait Charles Persona, aussi de continuer à voir les évolutions, même si les logiques sont relativement cohérentes, me semble-t-il, mais d'envisager aussi des évolutions, y compris dans les modules et dans les sessions de formation qui sont proposées à l'INET. Voilà en quelques mots pour compléter aussi la vision formation. Et puis, je ne l'évoque pas dans ce cadre-là, mais évidemment aussi des enjeux de formation continue dont l'INET est également en charge pour proposer des formations continues dans différents types de modules et de parcours de formation continue. Merci pour cette présentation donc, des conservateurs territoriaux. Donc, sur les territoires, effectivement, l'enjeu peut être aussi la mise en valeur d'un territoire de façon plus large, sur notamment des sites, des communautés de communes. Et le master dont s'occupe Marie-Laure Poulot peut effectivement donner des éléments de réponse dans ce cadre-là. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc, bonjour, je remercie tout d'abord les organisateurs et la GCCPF de m'avoir invité à cette table ronde et puis de m'avoir permis de participer en visioconférence. Donc pour cette table ronde, je vais présenter l'exemple d'un master qui est spécialisé non pas sur les musées mais sur le tourisme, le master tourisme et développement durable des territoires de l'université Paul Valéry à Montpellier et qui est situé dans le centre universitaire secondaire de Béziers. Il a été créé en 2004 et il a évolué dans son appellation, ses contenus et ses objectifs. Et aujourd'hui, le master tourisme et développement durable souhaite donc apporter sa contribution à l'animation des territoires locaux et régionaux en quête d'activités nouvelles afin de maintenir leur population, accroître leur richesse, améliorer leur niveau de vie au regard de chaque environnement spécifique. Le master souhaite aussi participer au renouvellement des équipements et des activités touristiques au moyen d'une démarche réflexive, par exemple sur la labellisation ou sur les autres périodiques d'évaluation. Et enfin, échapper au modèle de développement exclusivement bâti sur une logique de filière afin de prendre en compte les habitants comme les touristes, leurs usages et leur territoire. Donc, dans ce cadre, le développement culturel et la valorisation des patrimoines sont au cœur, alors à la fois des cours théoriques, mais également des ateliers de groupe et des stages ou contrats en apprentissage. C'est donc un master à forte visée professionnelle. Depuis 2009, il est inséré dans le dispositif régional d'aide à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, donc pour les reprises d'études ou la formation continue. Il s'est doté aussi en 2009 d'un diplôme universitaire ouvert aux professionnels en activité. Et il s'est enfin ouvert à l'alternance en 2016 avec donc des étudiants en contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Puis c'est un master aussi ouvert à la VAE. Depuis 3-4 ans, on a chaque année 1 à 4, 5 demandes pour le master. Et puis j'ajouterais aussi que c'est un master très ouvert aux étudiants internationaux qui ajoute aussi une valeur au master puisque nous accueillons chaque année entre 20 et 25% d'étudiants internationaux. Donc je reviendrai dans un premier temps sur le tourisme comme voie professionnalisante dans le développement des territoires. J'analyserai ensuite à partir de la pratique d'ateliers tutorés quelques champs d'intervention et puis je terminerai très rapidement par une approche métier avec quelques orientations.
Euh, donc tout d'abord, hein, le tourisme constitue un objet ancien d'études de plusieurs disciplines, mais une approche assez récente en géographie et encore plus récente dans les formations, puisque ce n'est qu'à partir de 2014 que le tourisme est devenu une mention de master. Et actuellement, en France, on compte une quarantaine de parcours de master dans la mention tourisme dans une vingtaine d'universités. Alors, certains pôles sont beaucoup plus importants que d'autres, hein, comme Toulouse, Angers ou Paris 1, par exemple. Et certains, comme Paul Valéry, hein, ne présentent qu'un seul parcours. Mais ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que les parcours portant explicitement la mention de la durabilité sont encore assez rares. Cette question du développement durable, elle a été d'abord interrogée dans le domaine du tourisme de nature ou de l'écotourisme. Et puis aujourd'hui, elle tend à être intégrée dans toutes les facettes du développement touristique, qu'il s'agisse du tourisme dit 4 saisons, alternatif, participatif, etc. Autant de termes qui cherchent à caractériser les évolutions récentes de l'offre et des pratiques touristiques. Ces questions deviennent donc un peu incontournables au risque, bien sûr, d'un certain greenwashing. Et la crise Covid a également contribué à nourrir les discours sur la nécessité de transformation du secteur touristique vers plus de durabilité. Et on peut voir que ce que l'été 2020 transforme, c'est d'ailleurs plus des valeurs que des pratiques concrètes. C'est par exemple la question du tourisme domestique ou de proximité qui n'est plus synonyme de vacances au rabais ou alternative, mais qui devient une pratique visible, désirable, voire citoyenne. Alors, je vais maintenant présenter juste comment le master constitue un outil de développement des territoires dans des logiques endogènes et responsables, en prenant l'exemple des ateliers tutorés. Cette démarche, elle est assez partagée par de très nombreux masters professionnels aujourd'hui. Les ateliers, c'est une réponse à une demande d'un partenaire du territoire. Ça donne lieu à un co-encadrement du travail entre eux, des enseignants-chercheurs et les acteurs. Et on en a un en première et deuxième année. L'atelier de première année est plutôt centré sur la démarche de diagnostic. Le projet de deuxième année est un peu plus ambitieux. Il appelle la maîtrise des outils nécessaires au développement de projets touristiques. Et les diagnostics et les projets dressent un état des lieux en articulant méthodologie qualitative et quantitative, un travail de cartographie, des observations de terrain, des rencontres, des entretiens avec les acteurs locaux. Donc, il peut s'agir de commandes très générales, un diagnostic territorial touristique d'une commune ou d'une communauté de communes, des commandes plus spécifiques, comme par exemple comment développer un projet en vue d'une clientèle spécifique. Et les commanditaires sont autant des acteurs publics, des communes, des PNR, des communautés de communes, etc., que des acteurs privés, par exemple un domaine viticole, une association ou encore une entreprise. Et je vais présenter ici rapidement 3 formes de travail de valorisation patrimoniale et touristique à travers un travail de diagnostic, donc en amont, un travail sur un projet engagé où les étudiants en fait participent à développer le projet et un projet plutôt d'imagination, d'une mise en valeur pour un projet qui n'existe pas encore. Les 3 sont possibles. Donc, pour le premier, pour le travail de diagnostic en amont, ça a été un travail de M1 réalisé en 2018-2019 sur la communauté de communes des Avants-Monts, qui était confrontée à 2 difficultés. La difficulté des réorganisations territoriales dans le contexte de la loi NOTRe, et qui se cherchait un peu une identité nouvelle. Et l'autre difficulté, c'était celle d'un territoire considéré un peu à l'écart, coincé entre les 2 espaces majeurs du tourisme languedocien, que sont les plages et l'arrière-pays. Donc, les étudiants de la promotion ont proposé un diagnostic avec différentes orientations, la valorisation des patrimoines, la question de l'artisanat, des produits locaux, la question de l'œnotourisme, etc. Et ont montré que ce désert touristique supposé se révélait nettement plus dynamique qu'habituellement déploré. Certaines activités fonctionnaient d'ailleurs plutôt bien, maillant le territoire.
Le deuxième exemple, c'est plutôt donc un travail en lien avec un projet déjà engagé. Ça a été un atelier de M2 en 2020-21. Le projet était porté par le syndicat mixte du grand site Salagou, Cirque de Mourez. Et l'idée, c'était de requalifier 3 pôles qui constituent les 3 portes d'entrée du grand site. Et les étudiants ont travaillé sur la conception d'outils d'interprétation de ces pôles d'accueil, donc à la demande du syndicat mixte. Donc, ils ont imaginé 3 grands thèmes en lien avec les 3 temps forts de l'histoire du grand site dans les 3 maisons de sites. Et puis, le dernier exemple, c'est plutôt un travail de projet pour quelque chose qui n'existe pas encore. Ça, c'est un travail qui date de l'année dernière, la promotion de M1 qui a travaillé sur une demande d'une commune, la commune de Fleury-d'Aude, dans le département de l'Aude, sur 2 projets. La valorisation du site du Fond de Rome, une ancienne villa gallo-romaine, et la question de la rénovation et de la mise en valeur d'une chapelle sur le territoire de la commune. Donc ça a été l'occasion pour eux de travailler sur les différentes inscriptions patrimoniales, les enjeux de labellisation, la question du financement aussi des rénovations patrimoniales. Et pour la valorisation du site du Fond de Rome, les étudiants ont mené des entretiens, travaillé dans les archives, ont essayé de comprendre l'enjeu patrimonial archéologique et ont, in fine, proposé un sentier d'interprétation reliant différents sites et ont imaginé une mise en valeur sur le long terme. Et l'autre groupe a aussi envisagé des projets de rénovation, de reconversion de la chapelle en proposant diverses sources de financement et en voyant quels projets culturels pouvaient prendre place dans un tel lieu. Et ça a été l'occasion, par exemple, de discuter avec le projet de microfolie mobile du Grand Narbonne. Donc, je terminerai rapidement cette intervention sur les métiers du tourisme et du développement durable à l'issue de ce master. On a plusieurs orientations professionnelles. J'en retiendrai 5. Les étudiants se destinent surtout pour les questions de gestion d'éco-lodges, de résidences hôtelières, de villages de vacances. Le deuxième, c'est la question de la production de parcours de découverte, alors naturalistes, sportifs, culturels, dans le cadre d'offices de tourisme, de PNR ou de services publics intercommunaux. Le troisième, c'est la requalification des structures locales d'animation à vocation de tourisme et de loisirs. Le quatrième, c'est les travaux dans les bureaux d'études et domaines de la planification. Et le cinquième, c'est aussi tout ce qui tourne autour d'événements culturels ou de festivals. Là aussi sur les territoires, mais on a sans cesse de nouveaux métiers qui sont en train de se créer, comme par exemple les chargés de mission développement durable au sein de structures locales, départementales, régionales, office de tourisme, comité régional du tourisme. On se rend compte que la question de la RSE également est de plus en plus intégrée au sein des structures touristiques, avec là aussi des demandes en termes d'ateliers, mais aussi de stages et donc d'emploi. Ou la question des nouveaux étiquetages environnementaux qui apparaissent dans certaines structures touristiques. Voilà pour quelques éléments pour ce tour d'horizon rapide des orientations du master tourisme et développement durable des territoires. Je vous remercie. Merci à vous. Effectivement, peut-être un enjeu auquel les conservateurs du patrimoine vont être confrontés ou sont déjà confrontés. Juste à titre d'exemple, dans la région dans laquelle je travaille, certains musées ont quitté la direction de la culture pour rejoindre celle de l'économie et du tourisme. Et c'est aussi peut-être une tendance de considérer le musée dans un environnement plus large, économique et économie et attractivité du territoire. Donc voilà, c'est peut-être aussi un enjeu pour les futurs élèves.